Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision via vos box. Émission que vous retrouvez bien sûr chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont dans l'attente des prochains rendez-vous assez immédiats avec notamment le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, les minutes de la Fed qui seront publiées ce soir, qui permettront peut-être d'éclaircir un petit peu l'enjeu des discussions de la réunion de la Fed des 17 et 18 septembre dernier, qui a conduit à cette baisse historique pour débuter un cycle de baisse de taux, en tout cas de 50 points de base. Les minutes à suivre ce soir, et puis demain, bien sûr, ce sera le grand rendez-vous de la semaine après le rapport sur l'emploi aux États-Unis la semaine dernière. Les investisseurs prendront connaissance des derniers chiffres d'inflation pour l'économie américaine pour le mois de septembre. Du côté des entreprises, nous allons entamer la saison de publication de résultats avec les grandes banques américaines qui publieront leurs résultats ce vendredi pour entamer cette séquence. Mais d'autres grandes entreprises publient aujourd'hui des points d'activité importants dans le monde des semi-conducteurs, par exemple. On notera que TSMC, le Taïwanais, a largement battu les attentes en matière de croissance de ses ventes pour le troisième trimestre, avec une progression de plus de 36% de ses ventes sur un an. Et puis dans le compartiment technologique, du nouveau ou pas, je ne sais pas, sur Google, puisque la justice américaine semble décider à sous-peser en tout cas l'idée d'une séparation, d'une scission des activités de Google, toujours avec cet argument lié à la concurrence et à la domination excessive de Google, notamment en matière de recherche sur le web. Nous discuterons du cas Google avec nos invités dans quelques instants autour de cette table. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous ferons un point sur les enjeux en matière d'éducation économique et nous recevrons les deux auteurs de cet ouvrage. On parie que vous allez aimer l'économie, publié aux éditions Ellipse. Nous recevrons donc Marc-Olivier Strauss-Kahn et Anthony Benamou, deux économistes qui seront avec nous en plateau à partir de 17h45. En ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel. Tendance, mon ami, les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Oui, l'ambiance est plutôt à l'attente, l'attentisme même sur les marchés. Oui, les investisseurs devront attendre encore une journée avant de prendre connaissance du chiffre de la semaine, l'inflation américaine de septembre. Par conséquent, la journée est calme aujourd'hui, en l'absence d'événements économiques majeurs avant la publication ce soir des minutes de la Fed qui rapporteront les discussions qui ont conduit à la baisse des taux de 50 points de base le 18 septembre dernier. Bon, concernant le cas chinois, les investisseurs restent assez prudents sur l'idée que l'économie chinoise va repartir fermement, significativement dans les prochains mois et les prochains trimestres. Oui, hier, la Chine n'a pas annoncé de nouvelles mesures pour relancer son économie. Les investisseurs ne prennent donc aucun risque. Du côté des marchés asiatiques, le CSI 300 repère ses gains d'hier et lâche 7% aujourd'hui, alors que le Hang Seng plongeait hier de plus de 9%. Il recule encore d'un peu plus de 1% aujourd'hui. À noter que le ministre des Finances chinois tiendra une conférence de presse spéciale ce samedi au sujet du plan de relance. Du côté des marchés européens, la séance est légèrement positive en général, avec un CAC 40 au-delà des 7500 points. Que dire de la situation sur les marchés obligataires et des rendements obligataires aujourd'hui, Pauline ? Le rendement de l'obligation américaine à 10 ans se stabilise entre 4 et 4,05% depuis hier. Le rendement à 2 ans reste au-dessus des 3,95%. En Europe, le spread entre l'Allemagne et la France se situe entre 75 et 80 points de base. Côté entreprise, le carnet du jour, c'est la nomination d'un nouveau directeur général chez Gucci au sein du groupe Kering. Oui, il s'agit de Stefano Cantino qui prendra la tête de Gucci le 1er janvier prochain. Il faisait déjà partie de l'entreprise puisqu'il avait été nommé directeur général adjoint en mai dernier. L'arrivée d'un nouveau DG était attendue et le marché a bien accueilli la nouvelle. Le titre est en hausse de 2%. Dans le secteur des semi-conducteurs, TSMC fait donc mieux que prévu sur son activité du troisième trimestre. Oui, l'entreprise taïwanaise fait état d'un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars et dépasse ainsi les attentes du marché et ses propres attentes. Un T3 solide donc, poussé toujours par la forte demande en matière d'intelligence artificielle. Et puis le serpent de mer autour de Google et le marché qui tergiverse ou qui évalue cette fois à nouveau la possibilité d'une scission demain des activités de Google. Le département de la justice américain envisage d'éventuelles
réel changement structurel chez Google. L'idée serait d'ouvrir son moteur de recherche, entre autres, à la concurrence. Alors justement que Google a affronté plusieurs procès antitrust. Le titre Alphabet ouvre en léger repli à Wall Street. Bon, l'agenda de demain, quelles vont être les attentes justement autour de ce chiffre de la semaine, comme vous le disiez, Pauline? Alors, on parle donc de l'inflation américaine du mois de septembre qui est attendue à 2,3% sur un an, après 2,5% en août. L'inflation cœur sur un mois est attendue en hausse de 0,2% à suivre demain. Donc. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour discuter de la situation des marchés et décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associés. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alexandre Bardès d'être avec nous également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes chef analyste chez IG et Florent Vabon nous accompagne également. Bonsoir Florent. Bonsoir. Économiste chez Ecofi, ravi de vous retrouver tous les trois. Virginie, vous êtes spécialiste du marché américain. Combien de fois dans votre carrière vous avez entendu parler d'une possible scission de Google, Virginie? Je ne sais pas, je pense qu'on a dû déjà en parler ensemble. Oui, je vous confirme. Certain, le fameux serpent de mer. Oui. Je ne sais pas combien de fois, mais je vous rappelle que Microsoft avait été soumis aussi il y a 20 ans à une possibilité. Donc, ce n'est pas juste le cas de Google. Oui, ça arrive en plus à un moment donné où on peut se poser la question, cette fameuse domination de Google, mais enfin la domination, elle est aussi chez d'autres. Évidemment, on va parler des 7 magnifiques. Et cette domination, elle risque d'être renforcée dans les années à venir avec tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. C'est des hyperscalers. Donc, et on ne sait pas non plus quelle va être, Google c'est Gemini, parce qu'ils sont eux-mêmes challengés par les nouveaux outils. Donc tout ça est très compliqué et donc j'y vois une espèce de... Alors, je ne sais pas si c'est un mouvement encore un peu démagogique, je ne suis pas sûre que ça affole vraiment le une marché. semaine de l'élection présidentielle, c'est vrai que... Est-ce que la justice américaine peut endosser ce genre de décision, ce type de décision? Pour l'instant, c'est à l'étude. Oui, c'est à l'étude. On verra. Mais... Et toujours, on se pose la question, parce qu'il y a tous ces nouveaux éléments depuis, la dernière fois où on a pu en parler. Donc, il faudra voir. Et quelquefois, on peut même se dire, de toute façon... Ce qui est plus important, c'est pas tellement le break-off ou le spin-off ou la mise, c'est vraiment la mise à disposition, l'ouverture, effectivement. Mais une fois de plus, comme vous avez l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle, est-ce que ça aussi, ça fait partie du lot? Je pense que ça vient là. Pas tout à fait par hasard, mais une fois de plus, c'est après, la crainte. Google, on peut se dire que sum of the parts, et voilà, après. Ça peut être intéressant d'investir dans des divisions de Google qui sont aujourd'hui intégrées au groupe. Pour le moment, c'est beaucoup de menaces comme ça, de mots lancés, mais on ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Mais vous dites le fait que ça revienne aujourd'hui, c'est pas tant le moteur de recherche Google traditionnel, qui est aujourd'hui partout, mais c'est l'idée que peut-être cette domination dans la recherche pourrait être encore accrue avec des outils d'intelligence artificielle demain. À ce moment-là, c'est pas juste Google. On sait bien. Au contraire, cette IA, elle va mettre de la concurrence. Oui, il va mettre de la concurrence, mais c'est quand même ces hyperscalers qui ont la data et qui la traitent déjà, que ce soit un Meta, un Google, même un Apple, avec l'intelligence artificielle embarquée dans ces devices. Enfin, là-bas. Oui, pas encore chez nous, oui. Donc, tout ça peut être soumis, effectivement, ça pèse beaucoup de questions, de toute façon, d'un point de vue réglementaire. On voit bien que l'Europe a déjà pris le bâton. D'ailleurs, on peut en discuter. Oui, ça c'est le bâton réglementaire européen, il n'est jamais très loin. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'on en reparlera, effectivement, ça va être des sujets qui vont être sur la table dans les mois et les années à venir, c'est évident. Alexandre, si je regarde la réaction de marché aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que le marché soit terrorisé à l'idée que Google soit séparé en petits morceaux dès demain. Non, parce que c'est effectivement ça. Et non seulement c'est Google, là effectivement c'est quand même la plus sérieuse procédure antitrust qui est depuis Microsoft, mais d'autres alertes sur Apple ou d'autres, des enquêtes qui ont été ouvertes, qui n'ont pas abouti non plus. Donc c'est vrai que c'est devenu presque un bruit de fond, mais il y a quand même quelque chose qui
je pense, doit quand même attirer l'attention, c'est sur le fait que, j'ai passé ce chiffre donc, il y a quelques mois, c'était que le nombre d'enquêtes antitrust aux États-Unis, alors soit pour des situations de monopole ou des situations de refus de vente, par exemple, ou des fusions qui ne peuvent pas se faire, le nombre d'enquêtes ouvertes est tombé l'année dernière à son plus bas niveau depuis la fin des années 90. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu aussi peu aux États-Unis d'enquêtes antitrust ouvertes. Alors, soit ça veut dire que la loi est très bien respectée, et tant mieux, soit ça veut dire qu'il y a peut-être une forme de lobby qui est très très bien fait, qui empêche certaines enquêtes d'aboutir, et on peut aussi voir là la montée en puissance de ces groupes, c'est cette magnifique, par leur capi boursière, leur gloutonnerie finalement. Leur emprise. Voilà. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, pour faire une forme d'exemple, il n'y aura pas, et c'est peut-être ça, je ne dis pas le Black Swan, c'est un bien grand mot, mais peut-être, vu qu'on a touché des extrêmes quasiment en termes d'enquête antitrust et de faiblesse d'enquête antitrust, est-ce qu'on n'est pas sur l'autre versant désormais où les enquêtes seront peut-être plus nombreuses et si elles n'aboutissent pas à des chocs de démantèlement complet, peut-être effectivement des sessions partielles ou autres, ça me paraît peut-être plus probable dans la phase actuelle. Et il me semble, ça c'est un autre sujet qu'on peut voir après, mais l'aspect peut-être aussi un peu fiscal. C'est-à-dire qu'on voit qu'avec le déficit américain qui désormais depuis 4 ans est sur des niveaux extrêmement forts, il y a le sujet fiscal aux États-Unis me semble être sous-estimé par les marchés, le sujet politique. Et je pense que ce qui se passe en France, c'est quelque chose qu'on va voir arriver, à mon avis, assez rapidement aux États-Unis, et que donc la fiscalité aussi de ces grands groupes peut rentrer un peu dans le scope, je dirais, des marchés et des observations par rapport... Donc un rapport de force qui serait un peu plus tendu entre l'exécutif américain et ces grands groupes, peut-être demain. Encore une fois, c'est moins la question de la force politique en présence que la situation du déficit américain qui pourrait forcer alerte le Trésor et la Fed. C'est-à-dire que c'est pas juste une observation d'économiste, c'est la Fed qui dit ça c'est pas soutenable et le Trésor qui dit ça c'est pas soutenable. Donc à un moment donné, même si la situation n'est pas la même qu'en France, il y aura quand même besoin de ramener un déficit peut-être plus vers les 4% que vers les 6-7 sur lesquels on est actuellement. On était à plus de 10% au moment du Covid. Donc ça, je vois pas comment ça passerait en dehors d'un changement de fiscalité. Ouais. Et c'est évident qu'un gouvernement démocrate serait plus à même de mettre en place ces mesures qu'un gouvernement républicain. Et ce genre de menace, que ce soit réglementaire ou fiscale, budgétaire, il n'est pas intégré quand vous regardez aujourd'hui des cours de bourse comme ceux de Google, Apple, Microsoft. On compare ce qui s'est passé en France, par exemple, depuis juin dernier, donc la dissolution, et on s'est dit, finalement, tiens, le CAC 40, c'est quand même un peu la France. On disait souvent, le CAC, c'est pas la France, etc., c'est des grands groupes, et on s'est rendu compte, certains avaient déjà vu la chose arriver, que la dissolution, ça pouvait entraîner soit la formation de l'arrivée au pouvoir de groupes radicaux, et c'est l'aspect fiscal qui faisait peur dans ce cas de figure-là. On disait, si c'est effectivement la gauche radicale, les taux d'imposition vont flamber. Donc c'est ça qui avait, je pense, fait aussi baisser le CAC 40. Et on se rend compte que finalement, un gouvernement plus de coalition et plus modéré remet quand même ces thèmes de fiscalité sur la table. Et on a vu que ça avait quand même impacté. La sous-perf du CAC 40, je pense, depuis quelques mois, est aussi liée à ces questions de fiscalité, pas seulement d'instabilité politique ou autre, c'est à combien de plus seront taxés certains grands groupes. Et je pense que ça, si on reste ce qui s'est passé en tout cas sur le CAC 40... Là, c'est un canal de transmission très direct entre un indice et sa zone domestique. C'est ce que le CAC a démontré. Donc pourquoi serait-il autrement pour les indices américains si des mesures un peu d'exception voyaient le jour? Comment vous regardez le cas d'investissement Google aujourd'hui? Est-ce que c'est une entreprise, au-delà de la menace serpent de mer, comme vous dites, Virginie, est-ce que ça fait partie des entreprises intéressantes pour vous à avoir en portefeuille? C'est quoi le rationnel aujourd'hui d'un investisseur qui pourrait avoir du Google? Je vous avais pas demandé avant, mais j'imagine que... C'est pas ma préférée. C'est pas votre préférée. Bon, voilà. Ça n'a jamais été ma préférée. D'accord. Mais cela dit, c'est difficile de se passer de ces sujets-là. Il ne faut pas oublier que ces groupes, on a quand même, dans la situation américaine, on a des moteurs de fusée qui sont allumés. Moi, j'appelle ça la révolution CAPEX. D'accord ? Donc, la révolution CAPEX, c'est quoi ? C'est pour ça qu'on va avoir des taux longs, d'ailleurs, qui vont rester, à mon sens, à terme. Je ne parle pas de demain, le verbage qu'on a actuellement. Ça peut baisser un peu, mais d'accord. Mais bon... On a besoin d'investissement et les CAPEX, où est-ce qu'ils sont ? Ces facilités, elles sont effectivement chez les grands. Que ce soit les Google, les Meta, les Amazon, on les connaît. Voilà. Ces CAPEX, ils sont énormes, les trois moteurs, Nvidia. vous les connaissez. C'est l'IA, effectivement, c'est l'évolution technologique, c'est le souci géopolitique et donc l'industrie, la défense, etc., et la transition énergétique. Ces trois moteurs qui sont allumés et qui sont quand même très centrés sur les États-Unis. Pas l'oublier. Donc la transition énergétique, c'est aussi un thème européen. Bien sûr. Mais on voit bien que quand même, je veux dire, les facilités, l'investissement, les poches, les possibilités, elles sont entières là-bas. Et ces grands groupes participent. Donc Google
à l'image et comme un Microsoft. Et c'est difficile de s'en passer parce que c'est vraiment, ça va rester des acteurs indéboulonnables, pardonnez-moi l'expression, mais on peut dire ce qu'on veut. Et peut-être que Google fait beaucoup moins de bruit que Microsoft sur l'intelligence artificielle, mais en attendant, ils sortent quand même des produits, des tools, enfin des outils qui sont absolument aussi très percutants. La semaine dernière, ils en ont encore sorti un Notebook LM qui est très percutant. Donc voilà. Qui fait quoi? Parce que j'ai pas suivi tous les tools. C'est un notebook, donc ça vous permet de soumettre des documents, mais enfin vous en ressortez avec un podcast. Ah oui. Alors, je ne vais pas vous inquiéter. Non. Oh, si, non, mais moi, je demande, remplacez-moi, pas de problème. Non, mais j'accepte l'augure d'être un jour remplacé, il n'y a pas de souci. Il y a des choses qui vont arriver, on n'est qu'au début. Donc, voilà, ça va être difficile de se passer de ces grands groupes parce qu'ils ont la scalability. Comme vous dites, c'est eux qui vont mettre ces produits à l'échelle et qui vont les diffuser. Ils ont le cash et les talents. Comment l'économiste que vous êtes, Florent, regarde ce sujet-là? Vous avez le droit de botter en touche, mais il y a un rationnel macroéconomique derrière l'idée de se dire tiens, il faut peut-être démanteler un jour ces groupes qui ont une emprise trop importante, avec un rationnel lié à l'antitrust, à la concurrence, bien sûr. C'est difficile de répondre à cette question, pour être honnête, c'est pas tout à fait ma spécialité. Je pense que ça a été évoqué en Europe, on a beaucoup de réglementation de ce point de vue-là, donc. Est-ce qu'aux États-Unis, non, ce qui a plus attiré mon attention en réalité, c'est plutôt la fiscalité. La fiscalité, effectivement, des groupes. Mais au-delà de ça, alors c'est pas du tout ça répond pas du tout à votre question. Non, c'est pas grave. Pour le coup, vous avez le droit de voter en touche. Ce qu'a dit Alexandre, c'est le lien entre la Fed et le déficit. Pour moi, il n'est pas évident en réalité, parce que la Fed techniquement n'a pas à se soucier du déficit. Elle est indépendante. D'un point de vue politique. On est d'accord. Je peux envisager effectivement l'idée que ça puisse rentrer dans l'équation, mais c'est difficile pour moi à justifier de dire la Fed va baisser ses taux parce que le déficit est monstrueux ou parce qu'il faut refinancer l'État, etc. C'est difficilement entendable. Je pense qu'au contraire, l'idée, c'est plutôt de se dire que les variables macroéconomiques aujourd'hui permettent un ajustement de politique monétaire. Et en plus de ça, en réalité, si la Fed la Fed a même plutôt intérêt à baisser ses taux en cas de dégradation de l'économie par rapport au déficit, parce que ça voudrait dire que le déficit se creuserait davantage. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Alors je parle souvent de Alan Greenspan, enfin pratiquement à chaque fois que je viens. Ouais. Alors lui, en revanche, avait, alors là ça rejoint effectivement votre point de vue, c'est que Alan Greenspan avait des idées sur comment mener la politique budgétaire aux États-Unis. Et il y avait quelques batailles avec Clinton à l'époque, mais quand bien même, ils n'ont pas leur mot à dire sur le déficit, sur la politique. De manière générale, c'est même plutôt contre-productif. Même si on entend régulièrement, mais en écoutant même Bernanke, Janet Yellen, qui fut présidente de la Fed et aujourd'hui secrétaire au Trésor, ou encore aujourd'hui Jay Powell, régulièrement, ils indiquent que la trajectoire de finances publiques américaines n'est pas soutenable dans le temps. Ça fait partie aussi du discours récurrent et permanent des banquiers centraux américains, enfin en tout cas depuis que je les suis, Florent. Oui, bien sûr, mais encore une fois, pour moi, ça ne rentre pas dans l'équation. Et puis, c'est même plutôt contre-productif en réalité. Ouais. C'est ce que la littérature économique récente a montré, c'est-à-dire que... Trop de porosité entre les deux, ça... Bien sûr, on pense évidemment à l'exemple Nixon-Burns. Oui. Et en réalité, alors pareil, je ne vais pas écorcher son nom, mais c'est une recherche qui est vraiment récente. Donc, essaie de dénombrer le nombre d'interactions entre les membres de la Fed, en tout cas le président de la Fed et le président. Ouais. Donc évidemment, les fameuses Nixon tapes, etc., je veux dire, le nombre d'interactions avec Nixon et Burns a été énorme. Au-delà du raisonnable. Exactement. Et depuis Alan Greenspan, encore une fois, depuis la grande modération, etc., qu'on peut dater à peu près à partir de son arrivée, on a un nombre d'interactions qui est vraiment limité. Et ce qu'il montre surtout, c'est qu'en réalité, à vouloir trop interagir avec le politique, on met à mal le mandat de la Banque centrale américaine et on a des gains d'inflation supplémentaires. Et vous imaginez pas qu'on rentre dans un paradigme où quand même l'idée d'avoir des trésors et des banques centrales alors coordonnées au mieux sur des objectifs souverains, comme on dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer quand même un fonctionnement qui s'adapterait à ce genre de paradigme ou est-ce que ça reste... Alors, ça reste compliqué selon vous Il y a énormément de débats autour de ce qu'on appelle la dominance fiscale en ce moment. C'est-à-dire le fait que, ça rejoint encore une fois un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que les États
prennent le pas, j'ai envie de dire, sur... Il y a un rapport de force. Il y a un rapport de Il y a un rapport de force. qui n'existait plus auparavant parce qu'on Non. parlait énormément d'austérité. Ouais. On n'en parle plus vraiment aujourd'hui. Alors, peut-être en France, on en Certains en parlera reparlent. mais je veux dire, les plans de dépenses pour la transition énergétique, les plans de dépenses pour la défense, etc., tous ces sujets-là, c'est pas synonyme d'austérité. Non, non, Donc bien sûr. on va rentrer potentiellement dans un régime macro où l'affrontement sera plus visible. Ouais. Mais pour autant, voilà. Ouais, je comprends. Il y aura de la friction, il y aura de l'affrontement, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura une fusion des trésors et des banques Non, centrales. parce que c'est contre-productif de dire qu'une banque centrale va aider un gouvernement à se financer, voilà, Oui, oui. en termes de crédibilité. Oui, oui, j'entends, oui, oui, quel que soit l'objectif. Ouais. L'objectif peut être tout à fait respectable, il n'empêche que ce n'est pas un fonctionnement productif sur le long terme. Vous revenez des États-Unis, Virginie ? C'est quoi la couleur à un mois de l'élection, là ? Quand on discute avec des investisseurs, des j'en sais rien, qui vous avez rencontrés. Oui. Bah, écoutez, ça, je ne verra. m'aventurerai pas, oui, parce que D'accord. pour avoir suivi des élections depuis des décennies, c'est vraiment très... Jusqu'au Ouais. dernier moment, et Ouais. vous savez, le poids de un ou deux États, On sait. à la fin, le poids On des sait. médias. Donc, Est-ce que ça va être un game changer ou pas ? Enfin, je veux dire, est-ce que le résultat de cette élection, en fonction des scénarios qu'on peut avoir en tête, Alors. est-ce que ça change des choses importantes dans la manière d'investir en 2025 sur le marché américain ? Moi, personnellement, non, pas du tout. Mais comme d'habitude, on y va chacun de sa théorie. Et évidemment, on va venir sur le sujet du budget et des dépenses, puisque les dépenses avec un Donald Trump vont être beaucoup plus élevées. Voilà. Non. Bon, après, on le sait bien, il y a le Congrès derrière. Et puis, ce que j'ai toujours vu, finalement, après, c'est que, de toute façon, démocrate ou républicain, le pro-business demeure. Voilà, Ça, oui. faut pas l'oublier. Hein. Donc ça, c'est quand même essentiel. Donc oui, à la marge, il peut y avoir des différenciations, surtout beaucoup de bruit avant, un peu de bruit après jusqu'à... Et vous n'avez pas de côté un portefeuille Harris et un portefeuille Trump à dégainer au lendemain du 5 novembre. Non, Pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt de savoir si effectivement il vaut mieux être sur un Meta ou un Microsoft. Oui. C'est plutôt ça le sujet D'accord. pour moi demain. Ça, c'est indépendant Voilà. de... Oui, donc c'est reste. complètement indépendant. Non, Ouais. je crois qu'il n'y a pas de... c'est bon. Et puis pour la veuve vécue, il y aura sûrement des différenciations, mais c'est pas... Non. Là, Potentiel de perturbation de cette élection, Par Alexandre ? rapport à 2016, bon, déjà, il y avait l'effet de surprise à l'époque. Trump, c'était quand même la grosse surprise. Personne ne s'y attendait, moi le premier. Et surtout l'effet marché qu'il y a eu derrière, c'est-à-dire le dollar qui a grimpé à fond, les taux qui ont grimpé. Et c'était vertueux pour le marché action, c'est-à-dire on percevait ça. Alors que les stratégistes disaient que si Trump c'est était baissier, élu, oui. le dollar allait s'écrouler. Ouais, Il y exactement. a comme une rotation Mais- stylistique. Mais alors justement, il y a quand même quelque chose qui est un peu différent. Il y a eu des Trump trades quand même. Exactement. Mais alors, ce qui me semble être différent cette fois-ci, c'est qu'à l'époque, quand Trump est arrivé, au-delà d'effet de surprise, il y avait un déficit américain qui est gravité aux alentours de 3%. Aujourd'hui, c'est bien sûr. aussi Ah bah oui. 7%. Et c'est-à-dire que la marge de manœuvre qu'il avait à l'époque et qui était validée par le Congrès, parce que ces mesures, on l'a pas prise seul, il y avait un boulevard, parce qu'en plus, on sortait un peu de l'ère Obama, où il avait remis l'économie américaine en ordre, d'un point de vue réglementaire post-suprême, d'un point de vue économique aussi. Et donc, il y avait de la marge pour de la stimulation. Là, qu'est-ce qu'on a eu depuis 2020, si ce n'est de la stimulation à, je ne vais pas dire à outrance, mais le plan IRA, infrastructure ou autre de Ce qui Biden. fait dire que les Trumponomics aujourd'hui, dans le contexte de 2024, avec un niveau de déficit comme celui qui a été atteint aux États-Unis, serait peut-être pas forcément perçu pro-risque et On va le faire surtout. Est-ce que le pro-actif Congrès risqué. lui donnerait le feu vert pour mettre ce même type de mesure en place? Alors, probablement, il y aurait ces marqueurs classiques, baisse d'impôts, etc. Mais voilà, je pense que ça a quand même limité un petit peu du coup l'appréciation de la bourse. Il était réélu. Mais au-delà de ça, après, c'est un sujet. Moi, je ne vais pas passer pour le pessimiste. Autant pour l'Europe, moi je vois des choses plutôt positives à moyen terme. La Chine aussi, on va en reparler. Mais pour les États-Unis, j'ai l'impression un peu de revivre. Pourtant, j'étais plus jeune à l'époque, mais je me souviens quand même, de revivre un peu ce qui a amené à la bulle de 2000. Alors je ne dis pas qu'on est sur les mêmes valeurs qu'à l'époque, je ne dis pas que les boîtes... Je suis d'accord là-dessus, on ne va pas revenir, on ne va pas comparer les deux. Mais on a l'impression d'être dans un système, dans une phase, où ce qui pourrait, à un moment donné... faire consolider un peu le marché, par exemple, des alternances de j'anticipe beaucoup de baisses de taux, typiquement en début d'année, puis j'anticipe plus du tout, puis j'en anticipe à nouveau. Ces espèces d'aller-retour. De va-et-vient. De va-et-vient, Ouais. le sentiment de marché sur la politique monétaire, et avec un Jérôme Powell qui a toujours le mot qu'il faut finalement pour rassurer sur l'après, ça veut dire que le dernier rallye qui s'est créé, notamment sur les anticipations de baisse de taux, on était à 17 fois les bénéfices anticipés. Aujourd'hui, on revoit les mêmes patterns qui s'est formé en début d'année, on le revoit presque formé maintenant. C'est-à-dire que
Jérôme Powell baisse les taux de 50 points de base, on pense qu'il y aura beaucoup de baisse de taux derrière, et puis on se rend compte que la résilience de l'économie américaine est bien là, effectivement. L'ISM Service rebondit sur un plus haut dans les demi, l'inflation sous-jacente, PCE repart un peu, et on voit que le marché est assez peu sensible à ça. C'est-à-dire que on corrige de 5 ou 10% et on reprend 20% derrière. Et les multiples de valorisation aujourd'hui sur le S&P, c'est pas 22 fois les bénéfices. Donc, si on va plus haut, c'est-à-dire nettement plus haut, c'est 23, 24, 25, pour le S&P, je parle, et on retrouve ensuite à 26 fois, c'était les niveaux sommet bulle Internet. Ah ouais, d'accord. Et là, la question, c'est de dire, est-ce que le marché peut y aller? Oui, si on n'arrête pas le marché, c'est un enfant dans un magasin de bonbons, il y va. C'est le rôle de qui de dire à un moment donné des choses. Alors on dit, mais c'est pas la Fed, c'est pas son rôle, elle, son mandat, c'est emploi et inflation. Pourquoi se mouillerait-elle sur les valos de marché, etc. C'est pas son job. Greenspan, on en reparle, c'est bien lui qui, à l'époque, en 96, d'ailleurs, c'était au début du coup, mais avec cette phrase sur l'exubérance irrationnelle, mais il compare un peu ça par rapport au Japon, etc. Mais ça nous montre bien que les banquiers centraux, quand ils le souhaitent, ils peuvent avoir des messages qui sortent un peu du cadre de leur mandat, parce que éviter que l'on reproduise les mêmes erreurs qui ont été réalisées, c'est de la stabilité financière. Oui, oui, il y a un sujet de stabilité financière. Exactement, oui, voilà. Bien sûr. Et il me semble qu'aujourd'hui, on a des germes quand même d'une instabilité future, vu les valos qu'on atteint, et l'histoire du nouveau paradigme, on était là-dedans à l'époque aussi, c'est-à-dire se dire, on va s'habituer à vivre à 25 ou 26 fois les bénéfices, c'est la nouvelle norme, parce que, regardez les fonds monétaires, et il y a de la liquidité qui peut encore ressortir, etc. Donc c'est normal de pricer autant que ça, et puis la révolution AI, c'est les mêmes choses qu'on entendait à l'époque, qui sont montées sur des niveaux bien plus extrêmes, mais c'est quand même, on a des patterns un peu similaires. Et donc, voilà, pour moi, je suis un peu confortable avec cette idée qu'à 22 fois, avant l'élection américaine, avant les résultats, on continue de pousser les bonnes nouvelles. News is good news, en fait. C'est pas good news. Ouais, news is good news. Je suis d'accord. Voilà. Oui. Et à un moment donné, l'absence de On trouve toujours une manière de tourner la nouvelle du bon côté. Voilà. Oui, mais faut pas jouer que le S&P, parce que dans le S&P, il y a des tas de choses qu'on pas rebondi. Oui, alors voilà, c'est ça. C'est toujours le même sujet. Bah, le S&P Equal Weighted commence à rattraper un petit peu quand même. Mais volatilité partant de très à loin. court terme, ça c'est certain. Ouais. Que dit l'économiste de tout ça, Florent? La Fed et les marchés, la Fed et la macro, la Fed et l'élection présidentielle. Pour revenir un peu à l'immédiateté des choses, quand vous regardez le flux de données économiques qu'on a depuis le 18 septembre, est-ce qu'on peut toujours dire que la Fed a fait le bon choix, qu'elle est dans le bon rythme, dans le bon tempo, et que le cycle de baisse de taux va continuer de se poursuivre devant nous? Bon, on peut débattre en effet de la nécessité d'avoir plutôt fait de 50 ou 25. Bon, à la limite, c'est du passé, c'est trop tard. On a eu le débat. Je pense que le choix a été le bon, c'est-à-dire de baisser les taux en septembre, c'était la bonne décision, parce que, encore une fois, il s'agit plutôt d'un ajustement de politique monétaire. On a un marché de l'emploi qui, alors, au vu des derniers chiffres, effectivement, montre, a priori, qu'il est encore plutôt vigoureux. Après, il faut disséquer les choses. C'est-à-dire que quand on regarde les créations nettes d'emplois non agricoles, alors effectivement, le rapport de l'emploi qui est sorti vendredi a été extrêmement surprenant. C'est-à-dire 254 000 emplois nouveaux créés dans l'économie américaine en septembre. Et surtout, donc on dit souvent, un point de données ne fait pas une tendance. Le problème, c'est que qu'il y a deux points de données d'avant qui ont été relevés aussi. Donc là, on change d'une certaine manière la tendance. C'est-à-dire qu'on passe d'une moyenne sur les 3 derniers mois de création d'emplois qui s'évaluait avant ce rapport d'emploi à 116 000, il est désormais proche de 190 000. D'accord. C'est pas non plus exceptionnellement élevé. C'est-à-dire qu'on est proche des moyennes historiques. Par contre, quand on dissèque les secteurs, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est de regarder d'un côté les secteurs gouvernementaux, de l'éducation et des services à la personne, de santé, etc. Ce qu'on peut qualifier d'emploi non cyclique, en réalité. Oui. Donc, quand on regarde cette proportion-là, elle est énorme. D'un point de vue historique, par rapport en plus à tous les autres secteurs cycliques. Ça rebondit un petit peu sur le mois de septembre, mais c'est encore assez léger. La focale, à mon sens, elle devrait plutôt se situer, quand on évalue aujourd'hui le marché de l'emploi aux États-Unis, sur la capacité, la fluidité sur le marché de l'emploi. La capacité qu'ont les nouvelles personnes qui rentrent sur le marché de l'emploi à trouver un emploi rapidement, facilement. Dans quelles conditions, Exactement. etc. Parce que il y a cette phrase qui ressort effectivement. Aux États-Unis, c'est le meilleur marché de l'emploi qu'on a jamais vu, etc. Oui. C'est vrai. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde la classe d'âge 25-54 ans, quand on regarde est au top. Exactement. Quand on regarde les femmes, qui étaient auparavant plutôt même les minorités. Exactement. Tout ce taux de chômage, enfin cet emploi maximum inclusif, qui est l'objectif explicite de la Fed, tout est au plus haut. Maintenant, c'est vraiment là-dessus qu'il faut regarder, parce qu'aujourd'hui, les entreprises embauchent moins.
Donc elles ont réduit, c'est ce que nous indique le taux d'embauche dans les JOLTS. D'autre part, le nombre d'offres d'emploi à pourvoir a diminué assez sensiblement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les entreprises américaines font face à une baisse de la demande qui viendrait d'un événement extérieur, elles auraient plutôt tendance à licencier. D'accord. On arrive au moment où les décisions à venir, en cas de coup dur, seraient des décisions de licenciement. Les 50 BP de la Fed le 18 septembre, c'est pour stabiliser la situation. D'accord. Et je pense qu'elle va continuer. En revanche... À 50 ou à 25 ? Plutôt à 25, mais en revanche, par exemple, sur la réunion de novembre, ce n'est pas à exclure qu'elle ne fasse rien. Passe son tour. Quelque chose de pas linéaire, en fait. Oui, c'est tout à fait possible. Le marché aime bien quelque chose de régulier, de ce point de vue-là. Bien Mais il faut imaginer que ça puisse ne pas être linéaire. Bien sûr, et puis Alexandre le rappelait, ça virevolte tous les jours. Les anticipations de marché, c'est... Oui, le narratif est un peu mouvant. Je dois dire, pour essayer de suivre, on est parfois un peu près à contre-pied. Oui, vous disiez, il faut anticiper que ça sera peut-être pas linéaire et un chemin tranquille jusqu'au taux neutre de la Fed. Ça ne sera pas linéaire, ça c'est évident. Et je pense que Jérôme Powell, il l'a bien compris et on le sait bien, c'est son modus vivendi. Lui, il va se placer. Et moi, j'exclus pas. Alors, pour rejoindre ce que disait Alexandre, c'est qu'effectivement, s'il y a un peu plus encore des dépenses, ça sera peut-être limité, mais etc. Post-élection. Post-élection, plus ce que je disais sur les investissements à venir, etc. Attention à l'inflation. On est content 2,3, 2,4, 2,5, tout ça. C'est vraiment des différences. Mais on peut avoir Trump qui délivrerait le programme tel qu'il l'a conçu. Oui, ça peut être inflationniste, j'imagine. Je parle du contrôle de l'économiste, mais je crois qu'il y a assez peu de doute là-dessus. Voilà. C'est justement comment la Fed, comment ces inconnus peuvent... Comment la Fed peut gérer ces inconnus, la Fed ou d'autres banques centrales? Parce qu'il y a à la fois, évidemment, l'inconnu du résultat de l'élection présidentielle, mais ça, on aura un moment la révélation. Il y a l'inconnu de l'intensité de la relance chinoise, par exemple. Oui. Il y a l'inconnu pétrolière. Alors, je parle de l'équilibre fondamental offre-demande, mais dans un contexte de tensions géopolitiques qui peuvent escalader et amener peut-être une prime plus ou moins structurelle sur des cours du pétrole. Du point de vue d'une banque centrale, tous ces phénomènes-là, comment est-ce qu'ils sont pris en compte aujourd'hui, Florent? S'agissant des élections présidentielles américaines, en l'occurrence, c'est difficile de les intégrer. Oui. Ils verront bien le jour J. On est d'accord. Voilà, pour le dire très simplement. Mais ça peut bouleverser le plan de la Fed pour 2025 ? À mon sens, oui, parce qu'on vient de le rappeler, effectivement, c'est beaucoup plus inflationniste. D'accord. Dans un premier temps, a priori, parce que, encore une fois, on l'a vu avec la séquence 2018-2019, les tarifs douaniers imposés à la Chine et au monde entier avaient plutôt été récessionnistes pour l'activité manufacturière. À un moment, ça pèse sur l'activité. Voilà. C'est même un peu stagflationniste, quoi. Le mot, j'aime pas trop ce mot-là, mais disons que c'est plutôt un effet récessif. D'accord, sur l'activité. Au moins sur le manufacturier. Ouais. Okay. Après, sur la Chine. Donc parlons-en effectivement du plan de relance en Chine. Les marchés le sentiment de marché a fortement évolué là-dessus. Déjà, je pense qu'il faut essayer de quantifier l'ampleur des mesures de relance qui ont été annoncées par les autorités chinoises. D'un point de vue monétaire, donc d'un point de vue de la Banque centrale de Chine. Là, on a des détails. Exactement. Voilà. Oui, effectivement, ce sont des taux de marché, on les voit, on les observe. C'est pas aussi important que la dernière crise de confiance avérée qu'on a vécue, à savoir 2015-2016. Donc ça, c'est le premier point. D'un point de vue budgétaire, c'est 2 à 3 fois moins important en termes de pourcentage de points de PIB aussi. Donc moi, mon analyse de la situation en Chine, c'est que ces mesures de relance, d'ailleurs, en fait, c'est pas le bon terme à mon sens. C'est pas des mesures de relance, de soutien, de stabilisation. Ok. C'est de se dire, j'accepte, je prends l'idée. On voit que le marché immobilier se dégrade de mois en mois, de trimestre en trimestre. La Banque centrale dit on veut ramener une stabilité de la croissance et un rebond modéré des prix. C'est ça. Et donc l'enjeu reste assez nuancé. Exactement. L'enjeu, c'est la confiance du consommateur, la confiance du secteur immobilier. Donc ça, il va falloir accumuler un certain nombre de points de monnaie, etc. Ça ne change pas en un claquement de doigts. Voilà, et en fait, ce que dit le marché sur les actions chinoises, c'est qu'on a une expansion des multiples sur, prenons le MSCI China, qui finalement essaie d'anticiper une forme de confiance retrouvée. Je comprends. Et donc c'est fébrile, je comprends. de ce point de vue-là. Ouais. D'ailleurs, on le voit
sur les jours. Oui, c'est assez chaotique. Voilà. C'est assez chaotique, c'est assez divergent entre la Chine offshore Hong Kong qui est restée ouvert la semaine dernière, les marchés de Chine continentale qui ont rouvert, qui ont dû rattraper, mais qui... voilà. Alexandre, qu'est-ce que vous dites sur la Chine là ? Ce qui est intéressant, c'est de comparer effectivement le bazooka de la crise des émergents à l'époque 2015-2016. C'était un vrai bazooka, donc de manière indiscriminée, on tire partout. Et finalement, ce qui peut apparaître comme des mesures plus intelligentes, c'est-à-dire plus ciblées, plus modérées, et qui tapent un peu partout. C'est-à-dire qu'on abaisse les taux court terme, les ratios prudentiels pour les banques, les taux immobiliers pour ceux qui ont déjà des crédits en cours. Alors que les mesures qui étaient prises il y a à peu près un an et demi, c'était des mesures pour éviter le choc systémique. On s'assure déjà que les mastodontes de l'immobilier ne s'affaissent pas et n'entraînent pas l'économie avec. Donc à l'époque, c'était plutôt ça. Et ensuite, on affine, on dégrossit vraiment le risque. Et puis là, on arrive dans la partie plus demande intérieure, où on essaie quand même de la soutenir un petit peu. Et je trouve au contraire, je pense que c'est comme ça que le marché d'ailleurs l'a perçu, c'est comme des mesures qui sont effectivement, jamais le mot soutien un peu relance, et s'il y a besoin de faire plus, on en fera plus. C'est-à-dire qu'on... La porte reste ouverte. Voilà, c'est des ballons d'essai, on va commencer à réagir, ça réagit plutôt très très bien, peut-être probablement trop fortement, mais ça réagit quand même plutôt bien, et on sent qu'il y a encore de la réserve derrière, s'il faut aller derrière. On a vu des déceptions sur une communication il y a 24 heures, probablement une communication plus positive ce samedi, si elle n'est pas assez positive, elle sera peut-être plus positive. Oui, c'est ça. On a l'impression que ça les gêne. À chaque pas déception, on donne un nouveau rendez-vous, voilà, quoi. Ça les gêne pas de se tromper. C'est la course à l'échalote, mais bon, oui. Ouais, ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est que le rebond peut paraître incroyable, mais prenez ce qui s'est passé sur la tech, par exemple. Virginie connaît bien la tech américaine, mais si on compare la tech chinoise, à une époque où on comparait les deux, c'était les gros concurrents, on voyait les Tencent rivaliser avec les géants des tech américaines, et puis ça s'est complètement effondré. Entre le sommet de 2021 et le point bas qui était à peine, même pas un an et demi après, il s'est passé 75% de baisse, donc c'est l'équivalent d'une bulle Internet qu'on a eu sur les marchés chino-américains. Donc les marchés chinois, pardon. Donc revoir des valeurs tech, ce qui était le cas, faire 50% en 12 jours, c'est beaucoup, mais vous partez de tellement bas que vous êtes à la hauteur de la défiance et des niveaux de faiblesse qui avaient été. Il ne faut pas s'affoler si derrière le marché refait moins 15, même moins 20, même moins 30 derrière. Il peut retracer 3/4 du rebond. Mais je pense que les bottoms, par contre, je pense à la fois sur les gros indices type MSCI Emerging, où le bottom depuis 3 ans est formé, et sur les gros indices chinois, je pense aussi que la capitulation a eu lieu en 2022, ou pire, c'est-à-dire la Chine confinée, suraction réglementaire, etc., l'économie qui s'affaissait. Là, on sent que le bottom, la capitulation est intervenue et qu'on est dans un bottom large qui met du temps à se former, mais qu'il faut plutôt essayer de jouer les creux en rachat, plutôt se dire je vais reshorter tout ça pour aller. Voilà, c'est plutôt quand le marché relâche 15-20%, mieux c'est de racheter un peu que d'essayer de tout refourguer rapidement. Je pense. Bon, puis on verra. Là aussi, ils ont l'horizon de l'élection américaine, j'imagine, côté chinois. Enfin, je veux dire. La concurrence indienne aussi, il y a peut-être un peu de réel politique. Hein, l'Inde qui monte en puissance. Enfin, je pense que la Chine le voit. Les flux directs d'investissement étranger, c'était le douche froide ces derniers temps. Donc, il y a un besoin de réalité économique qui s'impose. Et ça, je trouve ça plutôt bien de voir la Chine réagir à ce moment-là. Florent, c'est une économie chinoise, alors stabilisée, on va le dire comme ça, c'est bon pour la Chine, c'est bon pour nous aussi en Europe. Enfin, je veux dire, il y a encore l'idée que ça peut générer des effets d'entraînement pour des économies très industrielles, manufacturières, type Allemagne, par exemple. Oui, il y a des canaux de transmission qui sont évidents, en effet. Mais qui restent valables aujourd'hui dans le monde de 2024, quoi. Je pense que ça s'est entendu, c'est-à-dire que je trouve qu'assez modeste, finalement, ces plans qui ont été annoncés. Donc, c'est difficile d'envisager que ça ait un effet bénéfique très important là-dessus. Donc, en réalité, ça amène à la réflexion suivante, c'est de se dire que la Chine, si véritablement elle veut, non pas stabiliser, mais relancer les choses, il va falloir s'attendre potentiellement à d'autres mesures. Ouais. Et là, dans ce cadre-là, effectivement, les canaux de transmission sont assez connus, c'est-à-dire que l'industrie manufacturière chinoise repart, l'industrie manufacturière américaine, européenne, etc. Et concrètement, ça veut dire plus de croissance, plus d'inflation. Le sujet, quand même, c'est un peu le bémol que j'apporte, c'est que le monde a un peu changé. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de dérisquage. Il y a des concurrences accrues et des taxes, des mesures douanières aussi qui sont appliquées, même du côté de l'Europe vis-à-vis de la Chine. Donc ça limite un peu le potentiel. Et à minima, en réalité, et ça rejoint un peu le risque géopolitique, question à laquelle je n'ai pas répondu d'ailleurs. Mais en réalité, ça peut rendre les banques centrales nerveuses, parce que c'est tous les événements qui sont un peu hors de leur portée. Mais c'est ça. Voilà. En réalité, le fait que la Chine ait été dans une aussi mauvaise situation économique jusqu'à présent a été très bénéfique pour les banques centrales, parce qu'on a eu une importation de déflation. C'est très déflationniste. Ça peut potentiellement l'être un peu plus, ou à minima, encore une fois, vu qu'on est
désormais proche de la cible du côté de la Fed. Et des banques centrales nerveuses, c'est des banques centrales moins lisibles Bien pour sûr. le marché, pour les Oui, investisseurs, moins sûres d'elles, Bien sûr, moins en ça, confiance. ça c'est quelque chose sur lequel ils ne peuvent pas avoir d'emprise, Non. donc c'est difficile. Et puis les risques géopolitiques, c'est terrible, parce que les risques géopolitiques, c'est des chocs d'offres. Et les chocs d'offres, les banques centrales ne savent pas véritablement bien y répondre. C'est soit on soutient l'économie parce qu'un choc d'offres, c'est potentiellement récessif, soit on Parce que ça restreint peut la être politique inflationniste. monétaire parce que c'est Oui, inflationniste. je crois Donc après, pareil, il y a une recherche abondante sur ce sujet. Mais on sort d'un exemple récent assez... Il semblerait que certaines banques centrales aient plutôt envie de soutenir la consommation à court terme, mais qu'à long terme, elles montent les taux d'intérêt. Voilà, mais ça, encore une fois, c'est des arbitrages qui sont très difficiles à faire pour les banques centrales. Ouais, je comprends. Des banques centrales nerveuses. Ça rendrait les banques centrales. On est de toute façon rentré dans un régime macro beaucoup plus volatile, Ouais. avec tous ces sujets-là. Un mot des entreprises, alors justement, Virginie, on va attaquer la saison de résultats. Là, qu'est-ce que vous attendez des boîtes américaines, celles que vous suivez? Et puis en termes d'investissement, qu'est-ce que vous aimez dans le marché américain aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend? On attend plutôt un bon trimestre, justement. Alors bon, mais il y a beaucoup de différenciations, c'est toujours pareil. Après, à mettre en relation avec les valorisations et les attentes sur chacun des entreprises, sur chacune des entreprises, évidemment. Est-ce que le marché et les investisseurs ont changé un peu leur focale au-delà des 7 magnifiques? Est-ce que ça se ressent? Est-ce que ça va se voir aussi dans les résultats? Je pense qu'au-delà des 7 magnifiques, le marché, les consensus ne sont pas trop ambitieux. Voilà. Donc, à voir. Or, 7 magnifiques, oui, c'est raisonnable. Oui, tout à fait. Donc, bon, faudra voir. Mais là, une fois de plus, après, sur le long terme, il faut savoir, moi, je pense que l'IA va disrupter partout, à tous les étages. Donc, c'est encore un nouvel élément analysé pour nous. Voilà. Après... qu'est-ce qu'on aime, même regarder Pepsi qui a publié, parce qu'il y a déjà des sociétés qui publient. Donc, Pepsi qui a publié... c'était pas fantastique. On aurait pu même voir un petit peu de déception. Et finalement, le titre a monté derrière. Donc, j'ai le sentiment que le marché est plus porté par une visibilité long terme. Voilà, il a besoin d'y voir clair. Et donc, Pepsi, ça a été plutôt bien pris. Bon, je pense que c'était pourtant un petit peu décevant. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Non, plutôt de bonnes nouvelles, enfin, j'espère, sur nos dossiers. Est-ce que les entreprises de taille moyenne ou plus petite, est-ce qu'elles peuvent à nouveau attirer de l'intérêt? Oui, absolument, parce qu'elles ont été beaucoup dirétées, en fait. Elles ont connu des Là, les facteurs sont en place pour que le marché puisse quand même revaloriser un peu absolument, tout à fait. ce segment-là. Donc, oui. Puis il y a des effets de mode, on le sait bien. Donc, il y a des rotations comme ça qui peuvent se mettre en place. Donc, non, moi, je pense que le marché, c'est pas un trimestre trop ambitieux, hormis les... On a toujours des sujets, on le sait bien, on ne va pas parler d'NVIDIA, mais bon, avec la lumière de TSMC, on peut se dire, ah bah tiens... Oui, c'est peut-être pas le trimestre où NVIDIA va cracher, j'en sais rien, on verra. Mais sur les plus petites entreprises, non, je pense que le momentum est là. Ouais. Alexandre? Je suis d'accord avec Virginie, l'aspect rotation, je crois qu'il va devenir plus important. Il y a déjà quelques exemples quand même sur les small qui, à mon avis, avaient surperformé les larges de manière très évidente. Alors c'est vrai qu'avec la résilience, l'économie qui est en train de rebondir taux, rebondir dollar, on peut se dire, bon, ben ça, par contre, pour les small, du coup, si la Fed hésite un peu à continuer son cycle tout de suite, ça peut les freiner un peu. Mais effectivement, je suis d'accord avec Virginie, il y avait une survente des small, et une divergence massive, tout l'épisode 2021, surtout 2022-2023, où les small raclaient encore le fond, alors que les larges battaient record sur record. Et on pressait déjà de la récession, en fait, à l'époque, sur les small, qui n'est jamais arrivée. Donc, même si maintenant, et ce qui me semble être logique, on assiste à un ralentissement quand même à venir de l'économie américaine, parce qu'il faut quand même ramener l'inflation vers les 2%, et il faudra quand même y arriver, ça fait quand même partie du mandat, même si on a assez pivoté sur l'emploi. Je pense que même s'il y a des retracements, on ne reverra pas les points bas de 2021-2022. Voilà. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours du vrai potentiel et je demande de la rotation. Et c'est ça qui fait que moi, je suis un peu plus méfiant sur les... Alors, pas les large cap spécialement, mais certaines large cap, parce que je pense qu'il y a des flux qui peuvent s'orienter sur les small et aussi peut-être une orientation un peu géographique. On sait que pour beaucoup de gérants, alors c'est que l'Europe envoie un message en ce moment qui est vraiment pas top, mais il y a encore 2 mois de ça, beaucoup de gérants disaient, oui, l'Europe, on voit les choses positivement. Moi, je vois toujours positivement. Je pense que l'Italie a encore du jus devant sans aucun problème ou autre. Les choses changent sur la partie sud de l'Europe. Donc, je verrais bien aussi une réorientation un peu géographique. La Chine qui va un peu mieux, ça peut, à la marge, mais réorienter un petit peu les flux
pas que spéculatifs qu'on a vu ces derniers temps, mais des flux peut-être un peu plus structurels et un peu plus de smart money là-dessus. Donc voilà, je verrais bien l'Europe pas aller beaucoup plus bas que ce qu'on a vu, la Chine se stabiliser, repartir un peu, les small avec du potentiel, et vraiment les méga caps US ou très large cap. Ouais. Voilà, connaître une période. Stagner un peu plus, plus stagnant. En mode, on a vu. Non, mais c'est bien. C'est ça qu'on n'a pas oublié. Si ça se passe comme ça, c'est bien. Hein. La phase 2014-2016. 2014-2016, Non, mais c'est vrai. ça. On avait une phase sur les. Ouais, latérale. Pendant 2 ans. Et on est Que d'autres en profitent, Voilà. que le mouvement, que le momentum se diffuse un petit peu en dehors de ce seul groupe de valeurs. Rapidement, en 1 minute sur la BCE, oui, c'est fait la semaine prochaine, 25 points de base. Oui. Ça va aller plus vite encore demain, Florent. Il y aura un moment cette nécessité. Alors, moi, la nécessité, oui, elle est présente. Dans mes prévisions, j'ai octobre, décembre et janvier. À 25 ? À 25, à chaque fois. D'accord. Je pense que là, effectivement, le marché anticipe bien les choses. Peut-être un peu moins sur 2025. Mais on aura l'occasion Oui, de parler. ouais. Mais c'est bien, 3 mois déjà, 3 meetings, enfin en tout cas 3 réunions, c'est un bon horizon. C'est un bon horizon. Merci à vous 3 d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florent Wabon, économiste chez Ecofi, Virginie Robert, présidente de Constance Associés, et Alexandre Baradez, bien sûr, chef analyste chez IG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la pédagogie, de l'éducation économique. J'ai intitulé cette interview « La culture économique pour tous ». Nous en parlons avec 2 économistes à mes côtés. Auteurs de cet ouvrage, on parie que vous allez aimer l'économie, paru aux éditions Ellipse. Je cite Marc-Olivier Strauss-Kahn, directeur général honoraire de la Banque de France. Vous êtes économiste, enseignant dans différentes institutions. Marc-Olivier, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. À vos côtés, votre co-auteur Anthony Benamou, économiste bien sûr lui aussi, et enseignant. Vous êtes notamment maître de conférence à Sciences Po. Anthony, bonsoir. Bonsoir, merci Grégoire. Quelle est alors comme on dit, la raison d'être de ce livre aujourd'hui? Quelle a été la réflexion qui vous a animé et qui conduit à la publication de cet ouvrage? En fait, on part d'un constat assez simple. Les Français adorent l'économie, ils aiment l'économie même s'ils ne la comprennent pas toujours, mais ils ne savent pas qu'ils en font tous les jours. Et donc on a voulu leur montrer qu'ils en font tous les jours, et on a voulu leur faire comprendre qu'en faisant de l'économie, ils deviennent plutôt acteurs de la société, non plus de simples spectateurs. Et donc pour ça, on a fait un ouvrage assez ludique et pédagogique. Et on a une méthode qui est assez simple, qui tient sur 3 termes. D'abord, on simplifie, on illustre, et puis on explique avec un ton décalé. Et d'ailleurs, sur le ton décalé, j'en veux pour preuve notre couverture, où on a un faucon et une colombe dans la même voiture, et avec le même volant, avec 2 volants, un volant chacun. Et si l'un tourne le volant d'un sens et l'autre dans l'autre sens, c'est le tête à queue assuré. Donc il va falloir trouver des compromis. J'ajoute juste un dernier point, Grégoire. Ce n'est pas qu'un livre sur l'ornithologie, mais on a également une chouette qui a oui, bien sûr, le bouquin, qui est Christine Lagarde. Mais bien sûr, qui s'est présentée telle une chouette dans effectivement cette animalerie des banquiers centraux. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer, à écrire ce livre, Marc-Olivier? Encore une fois, quels sont les objectifs que vous poursuivez avec cet ouvrage-là? Alors, c'est un peu la même chose. Je vais compléter quand même ce qui a été dit pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que c'est cette histoire de faucon, de colombe et de chouette. Et de chouette aujourd'hui, voilà. Oui. La caricature, c'est que le faucon, il est strict, il est rigoureux, notamment dans la lutte contre l'inflation, mais c'est pas nécessairement dire qu'il est méchant, parce que l'inflation, c'est une taxe, notamment sur les plus pauvres, qui ne peuvent pas épargner. La colombe, au contraire, elle est plutôt arrangeante et elle a peur du chômage, elle a peur de la récession. Elle veut éviter même la déflation, c'est-à-dire un système de baisse des prix qui s'auto-entretient et qui a mené, dans le passé, en 1930, à la Grande Dépression et à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un peu les rôles qu'on a joués par moment en discutant, parce qu'en économie, il n'y a pas qu'une seule façon. Qui a joué le faucon, qui a joué la colombe? Ça dépend des sujets, d'accord. C'est comme les Daft Punk, on sait pas. C'est interchangeable. Et quand on a posé la question à Christine Lagarde, qui nous a fait la même préfacée,
Et on lui a demandé s'il était plutôt faucon ou colombe. Elle a choisi un autre rapace, mais qui est sage et perspicace, c'est la chouette. Et qui a la capacité, je crois, je ne suis pas un spécialiste, mais de tourner la tête, effectivement, au moins dans les deux sans sens. pour autant d'être une girouette. Non, mais moi, alors, j'ai lu la préface de Christine Lagarde, bien sûr. J'ai lu aussi la postface de Peter Pratt. Très intéressant, parce que je rappelle, Peter Pratt, pour les plus jeunes, ça fait partie du triumvirat, moi je le dis comme ça, qui a sauvé l'euro en 2012. Ce sont les 3 piliers du Whatever It Takes, Mario Draghi, Benoît Cœuré et Peter Pratt, qui était chef économiste de la Banque Centrale Européenne à l'époque. Il réagit à l'idée des faucons et des colombes. Il dit, c'est marrant parce qu'on m'a toujours classifié comme une colombe, alors que moi-même, je me considère comme faucon, dans le sens où, quand le risque déflationniste était tellement important en zone euro tel qu'on l'a vécu, moi, je mettais toute mon énergie, justement, pour atteindre l'objectif de 2%, tel un faucon. Il se voyait lui-même comme un faucon. Exactement. À l'époque. Et donc, c'est pas une animalerie, tout ça, c'est pour rendre les choses concrètes, parler avec des termes simples, alors ça intrigue un petit peu aussi. Et on a essayé d'avoir très souvent, de raconter des histoires et d'avoir des images parlantes. Alors, c'est celle connue de l'inflation, parce que l'inflation, ça peut être dangereux aussi, hein, on l'a vu récemment. Et cette image que lorsqu'elle sort du tube de dentifrice, c'est difficile de l'y remettre. Les banques centrales sont en train d'y arriver. On a ce dessin de Peter Pratt qui... Alors, j'ai pas marqué la page, mais oui. 156, je crois. Fait par l'IA, c'est ça, voilà. Marc-Olivier? C'est en fait Anthony qui a demandé à l'IA de faire, que peut-être continuer. Oui, j'ai demandé à l'IA. En fait, l'objectif, c'était, à un moment donné, on a senti qu'on était dans beaucoup de jargon un peu monétaire. On s'est dit, on va faire une pause. Il faut que le lecteur aussi fasse une pause. Et pour amuser le lecteur, on va demander à l'IA de nous représenter un banquier central en train de jongler avec des sigles monétaires qu'on explique par ailleurs. Et, surprise, l'IA nous donne un Peter Pratt central qui ressemble. Il vous sort Peter Pratt. Incroyable. Et donc quand on a montré ça à Peter, lui-même était très ravi de voir ça. Oui, il n'y a pas eu de connivence entre vous et l'IA pour aboutir à ce qui ressemble très fortement, je dois le dire, au portrait de Peter Pratt. Qu'est-ce qui fait peur aux Français? Enfin, Christine Lagarde, la première ligne de sa préface, elle cite ce chiffre. 80% des Français s'intéressent à l'économie, très bonne nouvelle, mais seuls 34% se pensent bien informés, et je crois qu'ils sont une quinzaine à penser maîtriser les concepts économiques. J'ai l'impression que l'économie fait peur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comment est-ce que vous expliquez cet écart entre l'amour déclaré des Français pour la chose économique et, comment dire, la réticence ou les freins qu'ils peuvent avoir à se penser informés sur les sujets économiques? Alors, l'amour déclaré, pas vraiment, et c'est pour ça qu'on les y pousse. Hein. L'intérêt marqué, oui. Et comme l'a expliqué auparavant Anthony, c'est parce que on la vit au quotidien. On est tous des monsieur Jourdain de l'économie. On fait de l'économie sans le savoir, vous l'avez dit. Exactement. Après, elle est rébarbative. Elle est souvent très mathématisée. Et ça fait peur. C'est la faute à qui, ça? Aux économistes, Marc-Olivier? Une branche de l'économie, effectivement, a fait ça. Et à part dans un ou deux chapitres un peu théoriques, on a vraiment minimisé les formules mathématiques. Il faut reconnaître que parfois une formule mathématique simplifie la présentation. Donc pourquoi s'en priver? Mais on a beaucoup recouru à des histoires, à des images. Il y en a une autre, on n'ira pas dans le détail. Mais il y a un concept en économie qui a consisté à mettre beaucoup de liquidités dans l'économie après la première grande crise récente, c'est-à-dire la crise financière mondiale. Puis pendant la pandémie, ça s'est appelé en anglais le quantitative easing ou bien l'accommodement quantitatif, ce qui consiste à mettre beaucoup de liquidités, puis on peut, à l'inverse, la reprendre. Et donc, quand on l'explique ici, eh ben on fait l'image d'une baignoire, tout simplement, qui est remplie plus ou moins de liquidités. Un robinet qu'on ouvre et qui en ajoute, ça, c'est la liquidité injectée par la Banque centrale. Et puis, au fond, le bouchon qu'on enlève lorsqu'on veut la retirer, c'est ce qui se passe actuellement pour réabsorber cet excès de liquidité qui a été donné à l'économie parce qu'on ne savait pas de combien elle en avait besoin. On parle souvent de plomberie, mais je trouve que les images physiques, mécaniques, automobiles, moi aussi, ça fait 15 ans que je parle de sujets complexes, etc. J'essaye de trouver des images, et il y a toute une gamme d'images qui s'offrent à nous et qui, je pense, permettent de rendre accessible sans dénaturer le propos économique. Comment on enseigne mieux l'économie aujourd'hui, Anthony? Vous êtes tous les deux enseignants, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez votre démarche, alors que ce soit peut-être face au public de Sciences Po, mais face à d'autres publics
qui ne sont pas forcément destinés justement à l'acquisition de C'est vrai que ces choses-là. C'est vrai que Marc-Olivier et moi, on enseigne à un public qui a envie de comprendre l'économie, et voilà. Mais on dispense aussi des conférences, que ce soit à des chefs d'entreprise qui vivent au quotidien, en fait, le carnet de commandes. En fait, quand par exemple la Banque centrale a remonté ses taux à partir de 2022, ça a directement impacté les chefs d'entreprise. Et ils ne comprenaient pas, mais pourquoi la Banque centrale remonte les taux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le prix des matières premières a augmenté? Donc, il faut pouvoir adapter sa façon de parler de l'économie en fonction du public. Donc, on le fait auprès des chefs d'entreprise, on le fait auprès des étudiants. Et on le fait aussi maintenant auprès des enfants, avec cette association que j'ai fondée en 2022 qui s'appelle A3E, Agir pour l'éducation économique des enfants, où on intervient dans des classes. L'objectif, c'est de rentrer dans le monde des enfants, c'est pas de les faire rentrer, en tout cas dans un premier temps, dans notre monde, et de leur expliquer des choses pas compliquées, mais sur lesquelles ils vont être confrontés tout le long de leur vie. Par exemple, c'est quoi un concept qu'on fait passer aux enfants? La formation des prix. La formation des prix. Et donc là, on va leur expliquer rareté, utilité, on va leur expliquer le concept de marge, on va leur expliquer la concurrence et l'offre et la demande. Tout ça en entrant dans le monde des enfants. Typiquement, on va leur présenter une planche où on aura une carte Pokémon, première édition, drague au feu, etc., qui a été adjugée à plus de 420 000 € aux enchères à Londres en 2018, et puis une bouteille d'eau à 2 €. Et puis on leur demande, lequel est le plus cher selon vous? Alors, comme on est rentré dans le monde des enfants, ils savent très bien que c'est la carte Pokémon. Oui, j'ai pas de doute, oui. Et puis ensuite, on fait disparaître notre bouteille d'eau, et puis on refait apparaître une bouteille d'eau dans un désert aride. Et là, en fait, combien vous êtes prêts à payer? Ils sont tous prêts à donner leur carte. Donc une bouteille d'eau vaut plus que 420 000 €. Donc là, on aborde la rareté, l'utilité. Le prix, la valeur. La valeur aussi. On fait ça aussi sur les marges avec des choses qui parlent aux enfants, des hamburgers, etc. Bon, mais on entre à chaque fois dans leur monde avant de les faire entrer dans notre monde, notamment à Citéco. Peut-être que tu peux mieux enseigner, c'est aussi enseigner, comment dire, ces concepts ou ces notions dès le plus jeune âge. Il y a pas l'enfant n'a pas de limite par rapport à ça. Il n'y a pas de limite. Je vais évoquer là, parce qu'il a fait la transition quasiment, Citéco, la cité de l'économie, où on retrouve cette histoire de la rareté qui est empruntée à une image de Adam Smith avec un diamant et un verre d'eau. Et ça parle énormément aux enfants quand ils viennent visiter, mais aussi aux plus grands. Et donc, cette cité de l'économie qui est à Paris, qui est une ancienne succursale de la Banque de France dans un bâtiment magnifique, néo-gothique, rien que pour... Les gens le visitent pour l'architecture et le patrimoine. C'est du patrimoine. Il est plein de numérique, il y a des jeux qui amènent à s'engager, et de tous âges. On peut y emmener des enfants, même... Il y a eu quoi? L'exposition Astérix, c'est ça, Marc-Olivier? Anthony est actuellement sollicité pour nous aider, je dis nous parce que je continue à être dans le processus, à créer un espace enfant-famille qui n'apparaîtra que l'année prochaine. C'est la cité de la Villette, quoi. C'est la cité de la Villette de l'économie. Et dans Paris. Mais oui, et dans Paris. Et puis il y a d'autres actions qui doivent être faites, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais sur les collégiens, parce que les enfants, c'est bien, les terminales ou les secondes, disons, de l'économie, pas tous, pas toujours, les étudiants, on s'en occupe, les entrepreneurs, mais les collégiens aussi. Et là, il y a une démarche d'acquisition d'un passeport financier qui est lancé par la Banque de France. Un chapitre qui vous paraît d'actualité à nous vendre, Anthony, Marc-Olivier, là vous avez chacun une minute là. Alors il y en a un immédiatement qui vient, et puis il y en aura d'autres après. C'est celui sur la dérive des finances publiques, parce que c'est d'actualité, avec l'idée que la dette publique, elle peut avoir une utilité, parce que l'État peut faire des investissements qui feront de la croissance future, mais que pour autant, c'est un fardeau à porter. On le ramène à la capacité à rembourser, c'est-à-dire la production, le flux de production chaque année, le PIB, et à ce moment-là, on essaye de le stabiliser. Il est créé, cette dette, elle est créée par une accumulation de déficit depuis 50 ans, et actuellement, on a une croissance qui ne fait que 3%, à peu près en potentiel, puisque 1% de croissance réelle, 2% d'inflation une fois qu'on y est revenu. Et donc, c'est logique qu'il faille revenir d'un déficit qui est de 6% à 3%. Après, il y aura un problème sur les taux d'intérêt, et actuellement, c'est un peu inquiétant, parce que la France est challengée sur sa capacité à ramener progressivement ce chiffre.
mais il y a donc une transition sur d'autres chapitres aussi. Oui, bah, tu m'as piqué du coup le. C'était celui que vous vouliez citer, Anthony. Il faut en trouver un autre alors. Non, mais c'est facile. Tu parlais de dette publique. Le ratio de la dette, c'est la dette sur PIB. Donc, il y a le chapitre sur la croissance. PIB. Comment on fait de la croissance. Exactement. Et comment on fait de la croissance dans ce nouvel environnement aussi, où on a des contraintes, des transitions actuelles, où il faut une croissance soutenable, durable. Donc, le chapitre, je crois, 2 de mémoire, qui s'appelle « De l'état stationnaire à la stagnation séculaire », point d'interrogation. Oui, c'est des mots compliqués. C'était stagnation séculaire, c'était le grand drame du cycle précédent. C'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour venir nous exposer les enjeux de l'éducation économique, comme je le dis, et puis nous parler de votre ouvrage. On parie que vous allez aimer l'économie, paru aux éditions Ellipse, avec les 2 auteurs avec nous en plateau aujourd'hui. Anthony Benhamou, économiste et maître de conférences à Sciences Po Paris, et Marc-Olivier Strauss-Kahn, économiste, enseignant et directeur général honoraire de la Banque de France. Merci à vous deux. Merci Grégoire. beaucoup.